Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment passionnant qui est à la croisée du business, de la culture et de la technologie. On se demande souvent comment une entreprise française peut réussir son internationalisation, pardon. Et en effet, avec la digitalisation globale, beaucoup pensent qu'il suffit d'un bon produit ou pour conquérir le monde, mais la réalité du terrain est souvent bien différente. Aujourd'hui, on fait un focus précis, comment s'implanter sur le marché germanophone, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse en l'occurrence, avec un logiciel B2B. Donc comment on fait ça? On va voir que derrière les frontières géographiques se cachent de véritables frontières culturelles qu'il faut savoir décoder. Pour décrypter tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Lydia sur notre plateau. Salut Lydia. Salut, salut Rena. Merci de m'accueillir. C'est un sujet que je vis au quotidien depuis plusieurs années maintenant. Et c'est tellement riche que j'ai décidé d'en faire le cœur de ma thèse de master MBA, MDA de Da Vinci Higher Education. Bah, c'est parfait ça. On a donc une véritable experte avec nous aujourd'hui. Justement, Lilia, avant d'entrer dans les détails techniques du marketing et des logiciels, est-ce que tu veux te présenter? Quel est ton parcours pour en arriver là? Oui, bien sûr. Alors, je suis originaire d'Allemagne et ça fait 3 ans que je vis à Paris. Et j'ai un parcours assez international et j'ai fait un bachelor en langue et administration des affaires en Allemagne avec une spécialisation en culture francophone et en marketing. En 2018, j'ai découvert la France lors d'un premier stage à Paris avant de retourner travailler à Berlin après mes études. Mais quand j'ai reçu cette offre d'emploi d'une entreprise française pour l'aider à se développer sur le marché allemand, je n'ai pas pu résister. J'ai foncé. C'était le mix parfait pour moi. Bah ouais, c'est une super opportunité. Et si je me trompe pas, avant d'arriver dans le monde des intranets, tu as exploré un autre secteur très exigeant en termes de réglementation et de communication, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, tout à fait. J'ai travaillé dans la legal tech. C'était un frais de vie parce que on partait de zéro sur le marché allemand. Et c'était un produit technique destiné aux directions juridiques d'entreprise et aux cabinets d'avocats, c'est-à-dire un public très exigeant et prudent face aux risques. C'est là que j'ai tout appris sur le marketing de terrain, l'importance de la crédibilité, les études de cas, de présence locale. Et aujourd'hui, je continue ce travail chez Power en tant que Field Marketing Manager. D'accord, donc tu as une vraie double culture, pardon, franco-allemande, à la fois dans ta vie privée et professionnelle. On sait que les clichés ont la peau dure, hein, entre nos pays. Mais est-ce qu'il y a une situation concrète que tu as vécue qui illustre bien cette différence de culture business? Oui, complètement. Et mon cas est un peu drôle. Comme je suis allemande, à Paris, c'est moi qui dois m'adapter au cours français. Par exemple, j'ai été très surprise par les réunions en France. En Allemagne, on arrive avec un ordre de toujours strict, on traite les points par un et on prend des décisions très claires. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. En France, on aime bien prendre notre temps, discuter, et parfois l'ordre du jour n'est qu'une simple suggestion, en fait. J'imagine que le choc a été réel, non? Pas du tout, mais en France, la réunion est plutôt un espace pour échanger des idées et l'ordre et du jour change. On discute beaucoup et les vraies décisions se prennent souvent après dans les couloirs ou autour d'un café. Et au début, ça m'a vraiment déconcertée en tant Allemagne. J'ai cherché des conclusions et des plans d'action précises alors que mes collègues français cherchent d'abord une conversation et de la flexibilité, hein. Ouais, c'est carrément vrai. On privilégie la relation humaine et le débat avant la structure, mais du coup, comment ce décalage que tu as vécu en réunion se traduit-il dans ton travail de marketeur? Eh bien, le plus fou, c'est que quand je dois adapter du contenu marketing français pour le marché allemand, je retrouve exactement ce même décalage, mais dans l'autre sens. La structure narrative et les côtés très créatifs qui séduisent en France laissent souvent les clients allemands perplexes. Ils y voient un manque de clarté. C'est vraiment le cœur de mon défi au quotidien.
OK, très bien. Bah, parlons justement de ton entreprise actuelle, Powell. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un acteur majeur de la digital workplace. Qu'est-ce que c'est concrètement et quels problèmes vous résolvez chez Powell? Alors, chez Powers, c'est un logiciel intranet qui se connecte sur Microsoft SharePoint. Et Microsoft 365, clairement, beaucoup d'entreprises utilisent SharePoint, mais le trouvent complexe ou pas très beau. Power transforme cet outil en une vraie plateforme entreprise, plus sympa, plus intuitif pour les salariés. En fait, notre mission, c'est de transformer la complexité, l'écosystème Microsoft en un espace de travail digital que les employés aiment vraiment utiliser. En Europe, notre approche est très axée sur l'expérience collaborateur. On cherche à simplifier la communication interne pour booster la productivité, mais aussi le bien-être au travail. D'accord. Donc, si je résume, vous rendez agréable et performant un outil que les équipes informatiques imposent parfois, mais que les employés ont un peu de mal à adopter. C'est un vrai pont entre l'IT et l'humain, en fait. C'est exactement ça. Techniquement, on crée un pont parfait entre les exigences de sécurité de l'IT et les besoins de connexion des RH et de la communication. Ce que si, c'est ce qui explique notre succès. Aujourd'hui, Power accompagne plus que 550 clients dans le monde, donc des grands groupes comme Panasonic. C'est une solution globale, mais qui demande une approche très fine sur le terrain. Plus de 550 clients, c'est quand même une sacrée machine. Et toi, au milieu de tout ça, en tant que field marketing manager, ton rôle, c'est pas simplement de prendre les plaquettes commerciales françaises et de les traduire à un mot à mot en allemand? Juste mon nom traduit, hein, et en mauvais mot parce qu'en réalité, j'ai réécrit et j'ai restructure. En texte marketing français est souvent très narratif, il y a beaucoup de storytelling et d'émotions, mais en revanche, en allemand, ça ne marche pas. Il faut être très direct, factuel et donner les chiffres concrets. C'est que le client allemand attend. En plus de ça, je gère les campagnes LinkedIn et j'organise la participation avec Constance sur les événements physiques en Allemagne, car le contact humain reste primordial là-bas. On comprend bien la nuance. Pour que nos auditeurs mesurent bien l'enjeu économique, on va poser le contexte avec quelques chiffres. On sait que l'Europe est un grand marché, mais pourquoi la région d'H et plus particulièrement l'Allemagne? Est-elle une cible si stratégique et cruciale pour Powell? Bah, en fait, parce que le marché de digital workplace est en énorme expansion. À l'échelle européenne, ce secteur pesait déjà plus de 10 milliards en 2024 et on attend une croissance continue d'environnement 15% par an jusqu'à 2035. Et au sein de l'Europe, le premier marché, c'est l'Allemagne. À elle seule, elle reste près de 2 milliards d'euros avec la même trajectoire dynamique. C'est donc un gisement de croissance incontournable pour nous. OK, c'est massif, on parle de milliards d'euros, mais au-delà de ces chiffres macroéconomiques très impressionnants, est-ce qu'il y a un vrai problème de productivité dans les entreprises allemandes qui justifie l'achat d'un tel logiciel? Oui, oui. Le besoin est concret et mesurable. Une étude de McKinsey de janvier 2026 a révélé en chiffres marquant 70% des employés perdent jusqu'à 5 heures par semaine juste à chercher des informations à cause des outils d'internes mal adaptés, du machine, cette perte de productivité. Ouais, c'est énorme en effet. 5 heures par semaine sur l'échelle d'une année et pour des milliers de collaborateurs, c'est un gouffre financier pour les entreprises. C'est presque une demi-journée de travail perdue chaque semaine en fait. C'est exactement ça. Et le paradoxe, c'est que la base technique est déjà là.
On sait que le ZOC Microsoft SharePoint est déjà utilisé par près de 58% des entreprises comme structure pour leur intranet et Microsoft affiche un taux d'adoption global de 82%. Mais souvent, ces outils sont sous-exploités et mal vécus par les équipes. Le potentiel pour nous, pour une solution de transition comme Powell est donc gigantesque. Mais pour y accéder, le produit ne suffit pas. Il faut comprendre les codes de ce marché, sûrement. OK. Justement, venons-en au cœur de ton expertise. On pense souvent à tort que, comme l'Allemagne est notre voisin direct, les règles du jeu sont plus ou moins les mêmes. Quels sont les plus grands pièges et les défis majeurs pour une entreprise française, qui arrive sur le marché allemand, du coup? Alors là, j'en vois trois principaux. Le premier, on a parlé, c'est la communication, très important. Donc, moins de blabla, plus de faits et surtout en amont parfait. Une mauvaise traduction et tu perds toute ta crédibilité. Le deuxième grand défi, c'est le processus de décision. En France, un chef décide et ça va assez vite. En Allemagne, c'est collégial. On cherche les consensus. OK, d'accord. Quand tu dis collégial, ça implique que le cycle de vente est beaucoup plus long pour vous? Parce qu'il faut convaincre une multitude d'acteurs qui ont tous un pouvoir de veto, c'est bien ça? Oui, le processus est plus long. Bah, pour un logiciel H ou Intranet, tu devais convaincre l'IT, les RH, les services juridiques, mais aussi le Betriebsrat. Alors, arrête-toi 2 secondes sur ce mot. Le Betriebsrat, pour nos auditeurs français, c'est le conseil social et économique, le CSE, mais en Allemagne, j'ai l'impression que son pouvoir est d'un tout autre niveau, pardon. Qu'est-ce qui change par rapport à la France? Oui, c'est équivalent sur le papier, mais avec des pouvoirs juridiques beaucoup plus forts. En Allemagne, le Betriebsrat a un droit de regard obligatoire sur les outils numériques installés dans l'entreprise. Si les représentants du personnel disent non pour des raisons de vie privée ou de surveillance des employés, le projet est bloqué. Cela rend le sud du monde plus long et très documenté. Ouais, c'est une nuance fondamentale. En France, le CSE donne un avis, mais le patron peut souvent passer outre. En Allemagne, c'est un véritable mur juridique, en fait, si on ne monte pas patte blanche. Et j'imagine que cela est lié au troisième défi, la fameuse rigueur allemande sur la data. Tout à fait. La sensibilité à la protection des données et au RGPD et au STRAM est extrêmement fort en Allemagne parce que si tu n'as pas de transparent à 100% sur l'hébergement des données, dès le départ, la vente s'arrête net. Enfin, il ne faut pas oublier la structure du marché, hein. La France est centralisée autour de Paris et l'Allemagne euh, inclut Autriche et Suisse. Elle est assez fédérale. Tu as des hubs économiques partout en Allemagne, c'est Munich au sud, Hambourg au nord, Francfort à l'ouest, Berlin à l'est. Donc, tu ne pouvais pas prospecter de la même façon hein, partout. Ouais, c'est vrai qu'en France, si on gagne Paris, on a fait 80 du chemin à peu près, ouais. En Allemagne, il faut faire un tour de pays. Et si on élargit à la région d'H, l'Autriche et la Suisse, rajoute encore une couche de complexité, non? C'est exactement ça. La Suisse, par exemple, est trilingue et demande un niveau d'exigence et des références locales encore plus pointues. Donc, c'est très caractéristique. OK, d'accord. Donc face à cette montagne de défis culturels, juridiques et géographiques, on fait quoi, en fait? Si demain une start-up française vient te voir pour te demander la recette du succès, quelles sont les 3 stratégies incontournables que tu as identifiées? OK. Premièrement, une localisation profonde.
C'est-à-dire, c'est pas seulement traduire le site web, l'article ou les contenus de l'entreprise, mais c'est adapter toute la chaîne, les contrats, les arguments et avoir des équipes qui parlent amont sur le terrain. Par exemple, chez Power, on a une équipe de commerciaux à Francfort qui s'occupe toutes les régions, tous les marchés de germanophones. Et deuxièmement, construire la confiance avant de vendre. Il faut des preuves, des études, des cas concrets et des recommandations des clients existants. Et dernier point, le troisième point, c'est combiner le marketing digital comme des SEO ou LinkedIn avec des événements physiques pour ancrer la marque localement. OK, c'est une feuille de route très claire et très stratégique. J'aimerais qu'on termine sur une note un peu plus personnelle. Toi qui as vécu ce déploiement de l'intérieur, qu'est-ce que ce parcours t'a appris sur toi-même et sur ta propre vision du marketing? C'est une bonne question. Avant de travailler sur ce terrain, je savais théoriquement qu'il y avait des différences culturelles, mais c'était le fil rouge de mes études en fait, mais la pratique m'a ouvert les yeux. Par exemple, j'ai pas lancé des campagnes Google Ads, mais sans frais adaptation des contenus ou des tonalités. Résultat, ça ne marchait pas. En adaptant proactivement nos messages aux attentes allemands et en créant les partenaires locaux, on a tout changé. Aujourd'hui, on voit en frais croissance de visibilité et de l'engagement, surtout sur LinkedIn. C'est passionnant de voir qu'une stratégie bien pensée apporte de vrais résultats. C'est un processus long, mais les succès ne viennent pas du jour au lendemain. Alors, voir les premiers fruits de mon travail, c'est vraiment gratifiant. Et bah, écoute, c'est un super témoignage, Lydia. On sent que la théorie de ton master s'est transformée en un véritable succès opérationnel, donc félicitations. Si je devais résumer les grands enseignements de notre échange aujourd'hui pour réussir sur le marché Dash, je retiendrai 3 points clés. D'abord, la précision factuelle. Le public allemand n'attend pas du storytelling en fait, mais des chiffres, des études de cas et une transparence totale sur la sécurité des données. Ensuite, le consensus et le respect des institutions. On ne peut pas ignorer le rôle central du Betriebsrat ou la décentralisation des hubs économiques. Le cycle de décision est plus long et donc il faut l'accepter. Et enfin, la localisation profonde. L'internationalisation n'est pas une simple traduction, c'est une réécriture culturelle complète en fait de la proposition de valeur dans son ensemble. Donc en t'écoutant, on comprend que le marketing interculturel n'est pas un détail cosmétique, c'est même le moteur de la réussite. Alors pour conclure, quel serait ton mot de la fin, le piège numéro un à éviter en une seule phrase? Penser que traduire son site internet, par exemple, suffit pas pour conquérir un marché. L'adaptation culturelle, c'est un travail du fond. Il faut accepter de repenser sa communication, d'entendre le marché local et surtout de ne prendre le temps de partir une confiance solide. Bah, écoute, un message fort qui servira, j'en suis sûr, à beaucoup d'entrepreneurs. Donc c'est ainsi que se termine ce premier épisode. Un grand merci à Lydia pour cet échange d'une immense richesse et un bon courage pour la rédaction de ta thèse. Merci beaucoup, Renan. Merci pour cette opportunité et pour cet échange. C'était un plaisir. Ouais. Eh bah, plaisir partagé. Quant à nous, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer notre prochain épisode. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci, Renan. À bientôt.